Faut-il négocier avec les groupes djihadistes? C'est une question taboue et un serpent de mer depuis plusieurs années au Sahel, notamment pour les différents pouvoirs maliens qui se sont succédés depuis une quinzaine d'années. La multiplication des attaques terroristes sur l'étendue du territoire. Un opposant en exil a franchi le pas de son propre chef, Oumar Mariko, président du parti politique malien Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Il est en direct avec nous. Bonsoir, monsieur Mariko. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Je le disais, vous vous êtes rendu clandestinement au Mali où vous avez rencontré 17 otages maliens détenus par le groupe djihadiste JNIM. On peut le voir sur ces images que vous avez transmises à notre journaliste Wassim Nasr. Tout d'abord, pourquoi avoir pris cette initiative et surtout ce risque? Cette initiative n'est pas nouvelle. Depuis les années 2011-2012, j'ai toujours eu le dialogue entre Maliens. Ce que je sais que la guerre qui sévit en République du Mali aujourd'hui est à son pendant national, et ce pendant national doit être à même de le corriger. En 2012, je suis allé rencontrer un sardine à Niafunke, ce qui s'est soldé par la libération des otages ou des prisonniers de guerre qui étaient à Tenzawaten. Alors donc cette année, en 2020 et 2021, à la création du mouvement démocratique et populaire, nous avons prôné le dialogue, la discussion entre Maliens pour que la démocratie réelle s'installe dans notre pays, pour que la paix règne et que nous puissions amorcer notre développement. Donc ce n'est pas une initiative nouvelle, elle se passe dans un contexte particulier, c'est ce qui lui donne toutes ces substances-là. J'étais aussi en juillet 91, j'étais en Mauritanie pour rencontrer le Front populaire de libération de l'Azawad. Mon credo a tout le temps été que nos héritiers, nos grands-parents nous ont laissé un pays très vaste, très grand. Mais M. Mariko, justement, M. Mariko, pourquoi vous avez pris cette initiative? Pourquoi vous l'avez pris, cette initiative, en ce moment précis? Et surtout, c'est un risque pour vous. Vous êtes en exil. Pourquoi vous avez pris ce risque pour rencontrer ces 17 otages? C'est un risque. C'est un risque. Ce risque, je l'ai pris parce que, encore une fois, je dis, pour mon pays, pour mon peuple, rien, aucun sacrifice comme l'autre n'est de trop. C'est un sacrifice que je fais. Et je dois aussi, aujourd'hui, en tout cas, remercier sincèrement les gens du JNIM de m'avoir accepté, d'avoir permis que je rencontre les 17 prisonniers de guerre, d'avoir accepté qu'on les filme. C'est eux qui ont accepté que je les filme à ma demande et à la demande et avec l'accord de ceux qui ont été retenus. Je pense que le chemin de la paix passe par le dialogue. Et nous devons aller dans ce sens. Monsieur Mariko, laissez-moi quand même, Monsieur Mariko, laissez-moi rappeler que le JNIM est le principal groupe djihadiste au Sahel central, Mali, Niger, Burkina Faso, depuis sa création en mars 2017 jusqu'à la fin 2025. Les attaques du JNIM ont quand même fait un total de 39 850 morts au Mali, Burkina Faso, au Niger, au Bénin et au Togo, selon une estimation de Crisis Group, réalisée à partir des données de l'organisation ACLED. Est-ce que négocier avec un mouvement qui utilise la violence contre les civils, qui met en place un blocus sur le carburant, est-ce que c'est entendable pour le peuple malien dont certains sont victimes de ces groupes? Oui, évidemment. L'État malien lui-même prend contact avec le JNIM en le cachant. Les hommes politiques prennent contact avec le JNIM en le cachant. Les érudits musulmans prennent contact avec le JNIM en le cachant. Moi, je dis que les problèmes, les questions du pays doivent être les linges sales d'un pays doivent se laver devant le peuple. Et c'est dans ce contexte-là, je pense que, au lieu de jouer à la démagogie, à l'hypocrisie, prenons le taureau par les cornes, débattons. Nous avons dit à la communauté internationale de sortir de notre jeu. Dès lors que la communauté internationale sort de notre jeu, nous n'avons plus à sortir une seule cartouche pour nous entretuer. Tous ceux qui sont en train de mourir par les armes du génie ou par les armes de l'armée régulière ou par les armes d'autres supplétifs, ce sont des Maliens. Ce sont des Maliens. Est-ce que nous pouvons mesurer que la paix est quelque chose qu'on ne peut pas forcément gagner par la guerre? Et la guerre n'est rien d'autre que la continuation d'une politique. La politique qui nous a conduit à la guerre, abandonnons cette politique-là et allons-y
dans le sens de la politique. Donc, Oumar Mariko, on a compris votre position. Monsieur Mariko, on a compris votre position. Vous êtes pour la discussion et pour la négociation. Et justement, en rencontrant les membres du JNIM, en tant qu'homme politique malien, qu'avez-vous compris de leur position, de leur implantation, de leurs revendications? Que veulent-ils clairement? Leurs revendications sont assez claires. Ils sont remontés contre la justice de notre pays et veulent l'application de la charia. Ils ne veulent pas de la partition du Mali. Ils ne veulent pas de la partition du Mali. Ils veulent que... Mais vous comprenez que l'application de la charia, c'est difficilement entendable pour les autorités maliennes et pour certains membres de la population malienne. Vous comprenez que l'application de la charia, pour certains membres de la population, du gouvernement malien et pour certains membres de la population malienne, c'est difficilement entendable. C'est un débat. Pour moi, la question de la charia ne doit pas se concevoir par les Arabes. Il faut asseoir la confiance, il faut qu'on se voit. N'importe qui amène n'importe quelle revendication de tout ordre doit être débattue par les Maliens. Et il appartient aux Maliens, 95% des Maliens, de dire on veut de la charia, on ne veut pas de la charia. Alors donc, pour que cela puisse se faire, il faut qu'il y ait la paix. Quand il y aura la paix, on va débattre. Et l'objectif stratégique aujourd'hui, c'est que les armes se taisent. Dès que les armes se taisent, toutes les options peuvent être déposées sur la table et débattues par le peuple souverain de la République du Mali. Alors, à mon avis, tant que le JNIM va accepter ça, il n'y a aucun problème. Et comment pouvez-vous garantir que le JNIM va tenir ses engagements et que les armes vont se taire? Comment pouvez-vous garantir que le JNIM va tenir ses engagements et que les armes vont se taire? Mais écoutez, le JNIM n'est pas le seul à ne pas tenir des engagements. Et puis le problème ne se pose pas en ces termes. Pour le moment, la question, dès lors que vous acceptez de venir à la table de discussion, que les armes se taisent, alors il y a des fortes chances en ce moment qu'il y ait un consensus et le JNIM doit se plier au consensus qui va sortir de ce débat. Ce qui pourrait être grave, c'est le refus. Mais pourquoi le JNIM, moi, m'a accepté venir sur son sol, alors que ils savent bien mes positions vis-à-vis de l'application de la charia, vis-à-vis de beaucoup d'autres choses. Mais ce qui est fondamental pour nous, pour moi, c'est que dès lors que le débat, ils acceptent le débat, en ce moment-là, on peut arriver à une conclusion qui puisse garantir la paix pour nous. Tous les jours, les populations meurent. Tous les jours, l'économie du Mali disparaît. Tous les jours, des soldats meurent. Tous les jours. Et nous n'avons pas d'autres options. Il faut envisager d'autres options. Moi, je suis allé là-bas. Ce qui est impressionnant, c'est que j'ai été reconnu tout de suite par beaucoup de personnes, des jeunes dont les pères ont été chassés de leur terre, des jeunes dont les animaux des pères ont été ruinés par un État. Le problème fondamental qui est posé, c'est quel type d'État avons-nous et quelles sont les relations que l'État a vis-à-vis de ses citoyens. C'est le comportement, c'est le comportement politique des années de démocratie, disons même de l'État post-colonial. C'est le comportement des hommes politiques qui a créé toute cette situation-là. Il faut que le JNIM arrive à le comprendre. Oumar Mariko, il faut que le JNIM soit convaincu vous êtes opposant. Oumar Mariko, je rappelle que vous êtes opposant à nos téléspectateurs. Et que les autorités maliennes vous accusent de porter atteinte au crédit des institutions, sans doute suite à vos accusations envers les FAMA, Forces armées maliennes d'exaction contre les civils. Vous êtes opposant, mais en exil, car si vous rentrez au Mali, vous risquez très probablement de vous faire arrêter. Comment être efficace en menant ce combat à l'extérieur du Mali, en faisant des alliances, par exemple, avec d'autres opposants en exil? Mais déjà, si j'arrive à libérer des militaires maliens, c'est déjà à mon honneur. L'honneur du JNIM, c'est à mon honneur. Si j'arrive à libérer et ça va se faire. J'ai réussi à faire libérer des soldats qui sont aujourd'hui à la tête de l'État de Tenzawaten, cela n'a pas posé problème. C'est vous qui dites que je suis poursuivi pour atteinte au crédit de l'État. Je ne l'ai jamais entendu, on n'a jamais formulé quoi que ce soit à mon encontre. On a simplement envoyé chez moi les escadrons de la mort et je n'ai reçu aucune convocation
jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et pendant 40 jours, j'ai tout fait pour parler à la justice du Mali. La justice s'est fermée parce qu'il y avait les escadrons de la bombe derrière moi. Donc, en réalité, je ne suis pas poursuivi pour intelligence avec ennemi. Je ne suis pas poursuivi pour atteinte au crédit de l'État. Je suis poursuivi parce que simplement, mon parti et moi, nous gênons le déroulement normal de ce qui se passe aujourd'hui et qui est complètement négatif pour mon pays.